C'était un vieil homme qui pêchait seul sur une barque dans le Gulf Stream. Et en 84 jours, il n'avait pas attrapé un seul poisson. Les 40 premiers jours, un garçon l'accompagnait. Mais après 40 jours sans la moindre prise, les parents du garçon lui avaient dit que le vieil homme était décidément et irrémédiablement salao, c'est-à-dire guignard au dernier degré, et le garçon obéit à leurs ordres et monta sur un autre bateau qui prit 3 gros poissons la première semaine. Santiago, je pourrais repartir avec toi. On a gagné de l'argent. Non. Tu es avec un bateau qui a de la chance. Reste-y. Tu te rappelles quand tu as passé 87 jours sans attraper un poisson? Et qu'ensuite, on en a attrapé des gros tous les jours pendant 3 semaines? Je me rappelle. Je sais que c'est pas parce que tu as perdu confiance que tu m'as quitté. Je t'ai apporté une bière. Entre pêcheurs. Santiago. Oui. Quel âge est-ce que j'avais la première fois que tu m'as pris dans un bateau? 5 ans. Et tu as bien failli mourir quand j'ai remonté ce poisson qui était trop jeune et qui a manqué mettre le bateau en pièces. Tu te souviens? Je me souviens de tout. Depuis le premier jour où on est sortis en mer ensemble. Si tu étais mon garçon, je t'emmènerais avec moi et je risquerais le coup. Mais tu es le fils de ton père et de ta mère. Et tu es dans un bateau qui a de la chance. Où est-ce que tu vas aller? Loin, au large. Pour rentrer quand le vent tournera. Je veux être au large avant le jour. Mais est-ce que tu es assez fort pour attraper un très gros poisson? Je crois que oui. Et puis, il y a quantité d'astuces. Qu'est-ce que tu as à manger? Une casserole de riz jaune, avec du poisson. Hey. Tu en veux? Non, je mangerai à la maison. Tu veux que je fasse du feu? Non, je le ferai plus tard. Ou peut-être bien que je mangerai le riz froid. « 85. Quoi, 85? 85 jours. Aujourd'hui, ça fait 84 jours que je n'ai pas attrapé un seul poisson. Mais 85 est un nombre qui porte chance. Qu'est-ce que tu me dirais si tu me voyais en ramener un qui pèse plus de 500 kilos? Crois-tu qu'on devrait acheter un billet de loterie avec un numéro qui finit par 85? Demain, c'est le 85e jour. Ne prends pas froid, vieil homme. Souviens-toi qu'on est en septembre. Le mois des grands poissons. N'importe qui peut se faire pêcheur en mai. Attends-moi, je reviens. Son sommeil arrivait toujours rapidement. Les rides ne se voyaient plus tellement quand le vieil homme dormait et que sa tête tombait en avant. Sa chemise avait été si souvent rapiécée qu'elle ressemblait à la voile de son bateau.
et les pièces fanées au soleil avaient pris un grand nombre de teintes différentes. Sa tête, cependant, était très vieille, et quand il avait les yeux fermés, son visage était sans vie. Au matin, il racontait toujours les sommets blancs des Canaries qui surgissent de la mer, et les différents ports et les rades de ces îles. Il racontait qu'il ne faisait plus de rêves de tempête depuis longtemps, ni de femmes, ni de grands événements, ni de concours de force, ni de gros poissons, ni de bagarres, ni de son épouse. À présent, disait-il, je ne rêve plus que de lieux. Des lieux et des lions sur les plages. Des lions qu'il avait vus quand il avait mon âge et qu'il était sur le gaillard d'avant d'un voilier qui allait en Afrique. Des lions le soir sur les plages. Tous les matins, il me parlait de ces lions qui jouent comme des chatons au crépuscule. Dors bien, vieil homme. J'ai confiance aujourd'hui. Moi aussi. Tiens, les sardines et les 2 appâts. Bonne chance, vieil homme. Bonne chance. Il assujettit au tolet les attaches de cordes des avirons et, penché en avant pour peser sur les pales plongées dans l'eau, gagna dans l'obscurité la sortie du port. La lune était basse derrière les collines et tout était silencieux, hormis le choc régulier des avirons sur l'eau. L'aube va venir. Avant qu'il ne fît tout à fait jour, il avait disposé ses appâts et se laissait porter par le courant. Un premier appât était mouillé à 70 mètres, le deuxième était à 130 mètres, et les troisième et quatrième étaient à 180 mètres et 235 mètres au fond de l'eau bleue. Ils me font de la peine, ces oiseaux. En particulier ces petites sternes-là. Toutes délicates, au plumage sombre, qui ne cessent de voler et de chercher sans presque jamais trouver. Y a pas à dire. Les oiseaux ont une vie bien plus dure que la nôtre, à l'exception des pillards et des plus robustes. Pourquoi a-t-on créé des oiseaux délicats et menus comme ces hirondelles de mer quand l'océan peut être si cruel? Il est amical et très beau, mais il peut être si cruel. Et cela arrive si soudainement, et ces oiseaux qui volent, plongent et chassent avec leur petite voix triste sont d'une constitution bien trop délicate pour la mer, pour la mare, plutôt. C'est comme ça qu'on dit par ici quand on l'aime vraiment, la mare. Enfin, quand on l'aime vraiment, alors on dit la mare. Ceux qui l'aiment disent parfois du mal d'elle, oui, mais c'est toujours comme s'ils parlaient d'une femme. Il y en a même de certains, des plus jeunes pêcheurs, de ceux qui utilisent des bouées comme flotteurs pour leurs lignes et qui possèdent des bateaux à moteur, achetés à l'époque où les foies de requins rapportaient beaucoup d'argent. Alors ceux-là, ils disent « elle mare ». Et ils en parlent comme d'un adversaire, ceux-là, ou d'un endroit, ou même d'un ennemi. Mais moi, non. J'y pense toujours au féminin.
Et comme à quelque chose qui dispense ou refuse de grandes faveurs. Et si elle commet des folies ou des horreurs, c'est parce qu'elle ne peut pas s'en empêcher. Voilà. Ce que je pense, moi, c'est que la mare, la lune la bouleverse, comme elle le fait à une femme. Aujourd'hui, je vais travailler les parages des bancs de bonite et des albacores. Et il y en aura peut-être un gros dans ce coin. C'est la précision qui compte. Maintenir les appâts avec précision à mesure qu'ils s'enfoncent dans les ténèbres liquides. Seulement, je n'ai plus de chance. Mais qui sait? Peut-être aujourd'hui. Chaque jour est un jour nouveau. Il vaut mieux avoir de la chance, mais je préfère être exact. Alors, quand vient la chance, on est fin prêt. Un maigre soleil se leva sur la mer, et le vieil homme aperçut d'autres barques bas sur l'eau et à peu de distance de la côte, dispersées çà et là dans le courant. Puis le soleil brilla plus vivement, et son éclat se répandit sur les flots, et quand il s'éleva plus haut, la surface étale de l'eau lui en renvoya les rayons dans les yeux, le blessant cruellement. Et il rama alors sans le regarder en face. Il regardait dans les profondeurs de l'eau et observait les lignes qui s'enfonçaient dans les ténèbres liquides. Une frégate de mer! Elle a repéré quelque chose. Elle ne se contentait pas de regarder des dorades, des grosses. Un gros banc de dorades qui est en train de me fausser compagnie. Elles vont trop vite et trop loin. Mais j'en attraperai peut-être une qui traîne, et il se pourrait que mon gros poisson soit dans les parages. Il doit bien être quelque part, mon gros poisson. Il y a du plancton. C'est bon le plancton. Ce tamis rouge sur l'eau sombre. S'il y a du plancton, il y a du poisson. Le banc de dorade transformait l'eau en écume blanche, et l'oiseau qui maintenant piquait et retombait parmi les bancs de poissons les contraignait de revenir, terrifiés à la surface. À cet instant précis, la ligne dans son dos se raidit brusquement et le vieil homme commença à tirer. Les secousses augmentaient à mesure qu'il tirait, et il aperçut dans l'eau le dos bleu du poisson et ses flancs dorés juste avant de le faire passer par-dessus bord et retomber dans le bateau. Il gisait à l'arrière au soleil, compact et pareil à un obus, ouvrant de gros yeux stupides et s'épuisant à marteler le fond de la barque de brefs et frénétiques coups de sa queue agile et bien découpée. Un albacore, il fera un bel appât. Il pèse bien 10 livres. Si les gens m'entendaient parler à haute voix, ils penseraient que je suis fou. Mais comme je ne suis pas fou, je m'en fiche. Et puis, les riches ont une radio qui leur fait la conversation dans leur bateau et leur diffuse le baseball. Non, pas le moment de penser au baseball. C'est le moment de penser à une chose, et une seule. Celle pour laquelle je suis né. Aujourd'hui, c'est le 85e jour, et il devrait être faste pour ma pêche. Oui! Oui! Si loin, au large, à cette époque de l'année, il doit être énorme. Mange-les, poissons. Mange. S'il te plaît, mange-les. Comme elles sont fraîches. Et toi, tu es à 200 mètres de fond dans cette eau froide dans le noir. Fais encore un petit tour dans le noir et reviens les manger. Allez, encore un petit tour.
Sans moi, ça. Elles sont belles, non? Mange-les pour de bon. Ensuite, il y aura le thon, bien ferme et froid et si beau. Allez, fais pas le timide, poisson, mange-les. Il va mordre. Dieu fasse qu'il morde. Oh. Il ne peut pas être reparti. Seigneur, ce n'est pas possible. Il faisait seulement son tour. Il va mordre. Sa ligne était solide et faite pour le gros gibier. Et il la tenait si tendue autour de ses reins qu'il en jaillissait des gouttelettes d'eau. Puis elle commença à produire un sifflement ténu dans l'eau. Et il la tenait toujours, ramassée sur lui-même contre le banc de nage et penchée en arrière pour résister à l'attraction. Le bateau commença à glisser lentement vers le nord-ouest. Quel poisson! Il a en travers de la gueule maintenant et il décampe avec. Il l'a pris. Maintenant, je vais le laisser bien manger. Mange-en encore un peu. Mange bien. Mange jusqu'à ce que la pointe de l'hameçon te rentre dans le cœur et te tue. Ensuite, remonte tranquillement pour que je te lance mon harpon. Bon. Es-tu prêt? Es-tu resté assez longtemps à table? Maintenant! Maintenant, mon garçon, si tu voyais ça! Je suis remorqué par un poisson et je suis la petite de remorque! Il faut que je m'accroche autant que je peux! Dieu merci, il va son chemin sans songer à descendre. Qu'est-ce que je ferais s'il se met en tête de descendre? Je n'en sais rien. Qu'est-ce que je ferais s'ils sont des mœurs? Je n'en sais rien. Mais je ferai quelque chose. Je peux faire des quantités de choses. Il va se tuer. Il ne peut pas continuer comme ça éternellement. Mais 4 heures plus tard, le poisson nageait toujours à la même allure vers la haute mer, remanquant la barque. Et le vieil homme était toujours fermement arc-bouté, la ligne autour des reins. Il va se tuer. 4 heures. 4 heures que ça dure. Il ne peut pas continuer comme ça éternellement. Je le ferai à quelle heure? Midi. Et je ne sais toujours pas à quoi il ressemble. J'ai chaud. J'ai soif. Et ce bonnet qui me scie le front. Son bonnet lui sciait le front. Et il avait soif. Et il s'agenouilla et, veillant à ne pas donner de secousse à la ligne, se traîna aussi loin qu'il put vers l'avant et attrapa d'une main la bouteille d'eau. Il l'ouvrit et but un peu. Puis il se posa contre le mât. Assis là, il essayait de ne pas penser, mais seulement d'attendre avec patience. La côte a disparu. Bon. Ça ne change pas grand-chose. J'aurai toujours les lumières de la Havane pour me guider au retour. Il reste 2 heures avant que le soleil se couche, et il remontera peut-être avant. Hein? Sinon, il remontera peut-être avec la lune. Sinon, il remontera peut-être avec le soleil. Pas de crampe. Je me sens robuste. C'est lui qui a l'hameçon dans la gueule.
Mais quel poisson, dis donc, pour tirer comme ça? Il doit avoir les mâchoires bien serrées sur le fil. J'aimerais le voir. J'aimerais le voir, rien qu'une fois, pour savoir contre quoi je me bats. Avec la fin du jour, vint la fraîcheur. Et la sueur était maintenant glacée sur le dos du vieil homme, et ses bras, et ses vieilles jambes. Pendant la journée, il avait ôté le sac qui couvrait la boîte d'appât et l'avait mis à sécher au soleil. Après que le soleil se fut couché, il se l'attacha autour du cou de sorte qu'il pendait dans son dos, et avec 1000 précautions, il le fit glisser sous la ligne qui lui sciait maintenant les épaules. Le sac faisait un coussinet à la ligne, et il trouva un moyen de se pencher en avant contre la proue dans une position presque confortable. Je ne peux rien faire avec lui, et il ne peut rien faire avec moi. Pas tant qu'il continuera comme ça. Je perds les lumières de la Havane. C'est qu'on doit être entraîné un peu plus vers l'est. Je me demande ce qu'on donnait aujourd'hui les matchs de ligue de baseball. Ce serait merveilleux de faire tout ça avec une radio. Concentre-toi. Réfléchis à ce que tu fais. Tu n'as pas intérêt à faire de bêtises. Manola, si tu étais là, pour m'aider, et pour voir ça, on ne devrait pas être seul quand on est vieux, mais c'est inévitable. Il faut que je me souvienne de manger le thon avant qu'il se gâte, pour garder mes forces. Rappelle-toi, même si tu n'en as pas vraiment envie, tu dois le manger demain matin. Rappelle-toi. Et toi, mon merveilleux, mon étrange, mon poisson, Dieu sait quel âge tu peux avoir. Je n'ai jamais attrapé un poisson aussi fort, aussi étrange. Si tu sautes ou que tu t'enfuis brusquement, tu pourrais tout aussi bien causer ma perte. Peut-être que je ne suis pas le premier à savoir que tu as déjà été ferré comme ça des dizaines de fois et que tu sais que c'est comme ça que tu dois te battre. Tu ne peux pas savoir que tu n'as qu'un homme contre toi, ni que je suis vieux. Manola, si tu étais là, mais quel gros poisson, dis donc. On pourrait en tirer profit si la chair est bonne. Tu as attrapé l'appât comme un mâle. Tu tires comme un mâle. Tu te bats sans t'affoler. Est-ce que tu as un plan de bataille, dis-moi? Ou alors, tu es comme moi et tu ne sais plus quoi faire. Tu avais choisi de rester dans l'obscurité des eaux profondes, loin des pièges, des traquenards et des fourberies. Moi, j'ai choisi d'aller te chercher là où il n'y a plus âme qui vive, plus un seul être au monde. Maintenant, nous sommes liés l'un à l'autre. Nous le sommes depuis midi, et personne ne viendra nous aider, ni toi ni moi. On n'aurait peut-être pas dû devenir pêcheur. Mais j'étais né pour ça. Il faut absolument que je me souvienne de manger le thon avant le jour. J'aimerais vraiment que tu sois avec moi, Manola, mon garçon. Mais voilà, tu n'es pas là, gamin. Je suis seul avec moi-même. La ligne brûlante fit entre les doigts de sa main droite. Il ne sentait plus sa main gauche. Est-ce que ton dos te fait souffrir comme le mien, poisson?
Tu ne peux pas tirer cette barque éternellement. Si grand sois-tu, poisson, je reste avec toi jusqu'à ma mort. Calé contre le bois de l'avant, il entreprit de mouvoir mécaniquement les doigts de sa main gauche. Il était confortablement installé, mais souffrait, ce qu'il refusait absolument d'admettre. Le jour allait paraître. J'ai froid. Tu as mis le cap au nord, poisson. Remonte. Remonte à la surface et saute. J'ai assez de lignes pour ça. Saute maintenant qu'il fait jour. Et remplis tes poches d'air. Poisson, je t'aime et je te respecte beaucoup, mais j'aurai ta peau. Du moins, je l'espère. Un oiseau de petite taille venu du nord s'approcha de la barque. C'était une fauvette qui volait très bas sur l'eau. Le vieil homme vit qu'elle était très fatiguée. Puis l'oiseau voleta autour de sa tête et se reposa. Tu as l'air fatigué. C'est ton premier voyage? Quel âge as-tu? Oh, tu ne devrais pas être aussi fatigué après une nuit sans vent. Que sont devenus les oiseaux? Repose-toi bien, l'oiseau. Tu rentres et tente ta chance comme n'importe qui. Homme, poisson ou oiseau. Ben, reste chez moi si tu veux, oiseau. Je regrette de ne pas pouvoir te ramener à terre avec cette petite brise qui se lève. Mais vois-tu, je suis avec un ami. Tu commences à ressentir la peine de l'effort, poisson. Eh bien moi aussi, Dieu m'est témoin. Parler à un oiseau, je dois être en train de devenir tout à fait stupide. Désormais, il faut que je me concentre sur mon travail. Et puis, il faut que je mange le thon afin que la force ne me manque pas. J'aimerais que tu sois là, Manola. Et aussi avoir du sel. J'ai mal aux mains. Oh. Ah. Quelle sorte de main est-ce là? Prends-toi une crampe si tu veux. Fais-toi pince de crabe. Cela ne te servira à rien. Ce n'est pas la faute de la main. Et tu es, depuis de longues heures, derrière ce poisson. Mais tu peux rester avec lui à tout jamais. Comment te sens-tu, main? Aussi raide que rigor mortis? Comment cela va-t-il, main? Hein? Ou bien est-il trop tôt pour le savoir? Sois patiente, main. Bon, mais ne tiens pas la corde, si tu veux, main. Et je m'occuperai de lui avec mon seul bras droit, jusqu'à ce que tu aies terminé de faire l'idiote. Dieu fasse que cette crampe s'en aille, parce que je ne sais pas ce que le poisson va faire. Il a pourtant l'air tranquille, comme s'il suivait son idée. Mais quelle est son idée? Et quelle est la mienne? La mienne, je l'inventerai en fonction de la tienne. À cause de ta grande taille, si tu veux bien sauter, je peux te tuer. Mais tu t'obstines à rester au fond. Je resterai donc au fond, avec toi, à tout jamais. Tu ne veux toujours pas t'ouvrir, hein, la main? Tu t'ouvriras peut-être avec le soleil. Si je dois avoir besoin de toi, je t'ouvrirai, coûte que coûte. Je déteste les crampes. C'est une fourberie du corps. Avoir une diarrhée ou vomir devant quelqu'un à cause d'une intoxication alimentaire, c'est humiliant. Mais une crampe, c'est pire.
Je ne veux pas t'ouvrir de force, main. Pas maintenant. Ouvre-toi de toi-même et reviens de ton propre gré. Après tout, tu t'es bien maltraité cette nuit. Il remonte. Allons, main. Réagis, je t'en prie. La ligne s'éleva lentement et régulièrement, et la surface de l'océan se renfla à l'avant de la barque, et le poisson parut. Il n'en finissait pas de paraître, et l'eau ruisselait sur ses flancs. Il brillait au soleil, et sa tête et son dos étaient pourpre foncé, et les larges rayures de ses flancs au soleil d'un ton bleu lavande clair. Il est là. Je le vois. Il est là. Un rostre long comme une batte de baseball. Il est plus grand qu'un barque d'un demi-mètre. Le plus gros poisson que j'ai jamais vu. Allons, main. Il faut que tu te détendes. Il faut que tu viennes aider ma main droite. Nous sommes comme trois frères à présent. Le poisson et vous, mes deux mains. Tu n'es pas digne de toi, cette crampe. J'aimerais être toi, le poisson, avec tout ce que tu possèdes, comparé au peu que j'ai, ma volonté, mon intelligence. Je vous salue, Marie, Mère de Dieu. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, Mère de Dieu. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Jésus, le fruit de vos entrailles. Oh. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, je n'aurais pas cru qu'il était si gros. Cela ne m'empêchera pas de le tuer dans toute sa grandeur et sa gloire. Mais je dois lui montrer ce qu'un homme peut faire et ce qu'un homme supporte. J'ai dit que j'étais un vieil homme étrange. C'est le moment de le prouver. J'aimerais qu'il dorme. Alors, je pourrais dormir moi aussi et rêver des lions. Mais pourquoi ne me reste-t-il presque rien d'autre que les lions? Ne pense pas, vieil homme. Repose-toi sagement contre la barque, sans penser à rien. Il travaille. Toi, travaille le moins possible. Il va de nouveau faire nuit à présent. Si tu n'es pas fatigué, poisson, c'est que tu dois être très étrange. L'homme n'est pas grand-chose à côté des grands oiseaux et des bêtes. J'aimerais mieux être cette bête qui nage au fond de l'eau dans le noir. Je me demande ce que la nuit me réserve. Un avion passa au-dessus de sa tête en route pour Miami, et il observa son ombre qui répandait la terreur parmi les bancs de poissons. Ça doit être très étrange dans un avion. À quoi ressemble la mer de là-haut? On doit bien voir le poisson si on ne vole pas trop haut. J'aimerais voler très lentement, à 400 mètres de hauteur, et voir le poisson du ciel. Je vais attacher les deux avirons en travers de l'avant. Cela va te ralentir pendant la nuit, poisson. Es-tu prêt pour la nuit? Moi aussi. Comment te sens-tu, poisson? Tu n'as rien mangé depuis que tu as attrapé l'hameçon et tu es très gros. Et tu as besoin de beaucoup de nourriture. Moi, je me porte bien. Ma main gauche va mieux. Un petit engourdissement dans le bas du dos à cause de la corde, mais j'ai connu pire.
Ma main n'a plus de coupure et je n'ai plus de crampes. Dans l'autre, mes jambes sont en bon état. Et puis, je suis mieux loti que toi pour la nourriture. J'en ai pour une nuit et un jour. Tire la barque, poisson. Le poisson aussi est mon ami. Je n'ai jamais vu un poisson pareil. Mais je dois le tuer. Quel bonheur qu'on ne soit pas obligé d'essayer de tuer les étoiles. De tuer les étoiles. Si chaque jour on devait essayer de tuer la lune. De tuer la La lune qui file toujours sans demander son reste. Toujours sans demander son Et reste. si chaque jour on devait essayer de tuer le soleil. Essayer de tuer le soleil. Il est déjà suffisamment difficile de vivre des ressources de la mer et de tuer nos frères. Repose-toi à présent, vieil homme, et laisse-le travailler jusqu'à l'heure de ta prochaine tâche. Il faut trouver le moyen de dormir un peu. Si tu ne dors pas, tu risques de ne plus avoir l'esprit clair. Il se reposa pendant 2 heures, à ce qu'il lui sembla. Il portait toujours en travers des épaules la puissance de traction du poisson, mais il posa sa main gauche sur le plat-bord de l'avant et confia de plus en plus à la barque l'effort de résistance au poisson. L'Afrique, c'est la longue plage de sable jaune devant moi. Et je vois les longues plages dorées. Doré, Et les plages blanches, blanc, si blanches qu'elles en font mal aux yeux. Et les hauts caps, et les grandes montagnes brunes. Je vis sur cette côte et j'entends le grondement des vagues. Et je vois les pirogues des indigènes fendre leurs crêtes. Je sens le goudron et les toupes du pont. Et l'odeur de l'Afrique apportée au petit matin par la brise de terre. Et je vois et je le premier lion qui descend dans l'obscurité naissante. Puis d'autres lions arrivent, mon menton posé sur le plat-bord de l'avant du bateau, avec cette brise du large qui vient le soir. Et j'attends, j'attends de voir d'autres lions. Et je suis heureux. À ce moment précis, dans une énorme explosion de l'océan, le poisson sauta, puis retomba pesamment. Puis il sauta encore et encore. Le bateau allait à vive allure, bien que le vieil homme ne cessât de donner de la ligne et de retendre la corde encore et encore jusqu'à frôler le point de rupture. Eh bien, nous y voilà. Tu vas me couper les doigts si ça continue. Je vais te le faire payer. Maintenant que tu as bien sauté une dizaine de fois et rempli d'air les poches que tu as le long de ton dos, tu ne pourras plus aller mourir à une profondeur d'où je serai incapable de te tirer. Est-ce la faim qui t'a rendu furieux ou quelque chose qui t'a fait peur dans le noir? Tu étais pourtant si calme et si vigoureux, cher poisson. Tu paraissais si intrépide et confiant. C'est étrange. À présent, le vieil homme le tenait ferme de la main gauche et des épaules. Il se pencha et puisa de l'eau dans sa main droite afin de débarrasser son visage des morceaux de chair de la dorade. Il craignait que cela ne lui donnât la nausée, ne le fît vomir, le privant de ses forces. Quand il eut nettoyé son visage, il lava sa main dans l'eau salée
et la laissa tremper sur le côté tout en guettant la première lueur qui précède le lever du soleil. Il va vers l'est, plus ou moins. Ça veut dire qu'il est fatigué et qu'il se laisse mener par le courant. J'ai mal. Je vois des taches noires qui dansent devant mes yeux et cette sueur qui me brûle avec l'eau salée. Ah, ce n'est pas si terrible. Un homme sait oublier la souffrance. Pendant 1 heure, il vit des taches noires danser devant ses yeux et la sueur couler dans ses yeux et irriter la coupure qu'il avait sous l'œil et au front. Je ne peux pas échouer par ma faute et mourir avec un poisson pareil à l'hameçon. Dieu fasse que je tienne bon. Mon Dieu, je dirais sans notre Père et sans je vous salue Marie, mais je ne peux pas le dire tout de suite. Vous considérez qu'ils sont dit? Je le dirai plus tard. Ne saute pas, poisson. Ne saute pas. Je n'ai pas de crampe. Je n'ai pas de crampe. Il va se montrer et je peux tenir. Tu peux tenir. Tu dois tenir. Il aperçut d'abord une ombre noire qui mit si longtemps à passer sous le bateau qu'il ne put croire qu'elle fût si longue. Je te vois, cher poisson. J'aperçois ton ombre. Impossible, impossible que tu sois si gros que ça. Si, pourtant, il était aussi gros que ça. Et quand il émergea, il nageait juste au-dessous de la barque et le vieil homme vit sa queue jaillir hors de l'eau. Elle était plus haute que la lame d'une grande faux et d'un bleu lavande très clair au-dessus du bleu sombre de la mer. Elle retomba et comme le poisson nageait juste au-dessous de la surface, le vieil homme vit sa masse énorme et les rayures pourpres qui cerclaient son corps. Sa nageoire dorsale était repliée et ses énormes nageoires pectorales largement déployées. Plus près, plus près, plus près encore. Je dois viser ton cœur. Sois calme et fort, vieil homme. Tirez mes mains, tenez bon mes jambes. Reste-moi fidèle, ma tête. Reste-moi fidèle, ma tête. Poisson! Poisson! Il va bien falloir que tu meures. Faut-il que je sois tué, moi aussi? Tu vas me tuer, poisson, mais c'est ton droit. Je n'ai jamais rien vu de plus beau, de plus grand, de plus calme et de plus noble que toi, mon frère. Approche donc et tue-moi. Peu m'importe qui tue qui. Tout s'embrouille dans ma tête. Je dois garder l'esprit clair. Garde l'esprit clair et apprends à souffrir comme un homme ou comme un poisson. Éclaircis-toi les idées, ma tête. Éclaircis-moi les idées. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je vais essayer encore. Je vais essayer encore. Le vieil homme lâcha la ligne et posa son pied dessus et leva le harpon aussi haut qu'il put et de toutes ses forces, augmentées de celles qu'il venait de rallier, l'envoya se planter dans le flanc du poisson, juste derrière la grande nageoire pectorale dressée en l'air. Il sentit le fer entrer dans les chairs et appuya dessus en enfonçant plus profondément de tout son poids. Soudain animé d'une vie nouvelle, le poisson bondit très haut, hors de l'eau, offrant au regard son immense longueur, sa masse, sa puissance et sa beauté. Il demeura comme suspendu en l'air au-dessus du vieil homme et de la barque. Il retomba dans l'eau avec fracas, dans une gerbe d'écume qui inonda le vieil homme et le bateau. La mort. La mort. La mort fichée en toi, mon ami, mon frère. Je suis un vieil homme fatigué. Mais j'ai tué ce poisson qui est mon frère. Et maintenant, c'est un travail de forçat qui m'attend. Maintenant que la bataille est finie.
Était-ce un rêve? Peut-être que tout cela n'a été qu'un rêve. J'ai élevé mes yeux vers le ciel et je les ai baissés sur le poisson. J'ai observé longuement le soleil. J'ai dit, viens donc, poisson, et je l'ai tiré contre la barque jusqu'à moi. Quand il fut à ma hauteur, je ne pus croire qu'il fût si grand. Mais je détachai la corde du biton du harpon, la passai à travers l'ouïe du poisson pour la faire ressortir par la mâchoire. Je l'ai enroulée autour du rostre, encore une fois par l'ouïe, puis une seconde fois autour du bec. Et noué les deux extrémités de la corde et l'amarra au biton de l'avant. Et l'œil du poisson semblait aussi indifférent à tout que les miroirs d'un périscope ou un saint dans une procession. C'était la seule façon de le tuer. Alors, il faisait pas loin d'une tonne, peut-être beaucoup plus. Et s'il me restait les 2/3 de la viande à 30 cents la livre, il m'aurait fallu un crayon pour calculer, je n'avais pas encore toute ma tête. Je tenais ma barre sous le bras, et ma barque avançait bien compte tenu de sa charge. Avec son bec cousu et sa queue bien droite, nous naviguions, lui et moi, comme des frères. Puis j'ai pensé, est-ce lui qui me ramène ou moi qui le ramène? Et j'ai pensé, il peut bien me ramener si ça lui fait plaisir. J'avais eu le dessus grâce à des ruses. Et lui ne me voulait pas de mal. Peut-être que tout cela n'a été qu'un rêve. Est-ce vraiment la réalité? Mais j'avais le poisson sous les yeux et il me suffisait de regarder mes mains et de sentir mon dos sur la barque pour savoir que tout cela était bel et bien arrivé et que cela n'avait pas été un rêve. On avançait bien tous les deux, et je tenais mes mains plongées dans l'eau salée. Il y avait au-dessus de nous de hauts cumulus, et assez de cirrus pour être certain que le vent soufflerait toute la nuit. Je ne quittais pas mon poisson des yeux pour m'assurer qu'il était bien réel. C'était 1 heure avant que le premier requin ne l'attaque. Le requin n'était pas là par hasard. Il était remonté des grandes profondeurs de la mer quand le sombre nuage de sang s'était formé et répandu à 2000 mètres de fond. Il était remonté si vite, sans prendre la moindre précaution, qu'il brisa la surface de l'eau bleue et émergea en plein soleil. Puis, retombé dans la mer, il parvint à retrouver la trace du sang et se mit en direction de la barque et du bateau et du poisson. C'était un très gros requin, Mako, bâti pour nager aussi vite que les poissons le plus rapides de la mer, et tout en lui était beau, excepté les mâchoires dans sa gueule, sous la double lèvre serrée. Ces 8 rangées de dents s'inclinaient vers le dedans. C'était un poisson bâti pour se nourrir de tous les poissons de la mer, qui était si rapide, robuste et bien armé qu'il n'avait pas d'autre ennemi que lui-même. Alors, j'ai préparé mon harpon et y attaché la corde tout en observant le requin qui approchait. J'ai pensé, c'était trop beau pour durer en regardant le gros poisson pendant que le requin approchait.
Cela aurait aussi bien pu être un rêve. Je ne pouvais pas empêcher le requin de m'attaquer. Mais je pouvais la voir, peut-être. J'ai hurlé « Dantuso, bien du malheur à ta mère !» Le requin serrait de près la barque à l'arrière et quand il attaqua le poisson, je vis sa gueule s'ouvrir et ses yeux étranges et les dents claquer au moment où il fonçait dans la viande juste au-dessus de la queue du poisson. Je l'ai frappé de toutes mes forces, projetant mon harpon avec mes mains barbouillées de sang, en visant l'endroit où la ligne qui relie les deux yeux croise celle qui remonte du nez. Le requin se renversa. Je vis que son œil était sans vie, puis il se renversa de l'autre côté, en s'enroulant dans deux boucles de la corde. Moi, je savais qu'il était mort. Mais le requin lui refusait de l'admettre. Je regardais mon poisson. Il en avait bien pris 40 livres. Il m'avait aussi pris mon harpon et toute la corde. Et mon poisson, à présent, enseignait à nouveau. Et j'étais sûr que d'autres requins allaient venir. Je ne pouvais plus te regarder, poisson, depuis que tu avais été mutilé. Quand tu as été attaqué, il m'a semblé que c'est moi qu'on attaquait. C'était trop beau pour durer. Je voulais alors que tout cela n'ait été qu'un rêve. Un rêve. Un rêve. Et d'avoir jamais ferré ce poisson. Et être seul dans mon lit, sur mon matelas de journaux. Mais j'ai pensé, l'homme n'est pas fait pour être vaincu. L'homme peut être détruit, mais pas vaincu. Et j'ai pensé, pense à quelque chose de gai, vieil homme. Chaque minute qui passe te rapproche de chez toi. Ces 40 livres perdus allègent ta navigation. Tout en maintenant la barre sous le bras, j'ai accroché mon couteau à l'extrémité d'un de mes avirons et je me suis dit, voilà, tu es toujours un vieil homme, mais tu n'es plus désarmé. Puis je me suis dit qu'il était idiot de perdre espoir. Perdre espoir, c'est un péché. Et qu'il ne fallait pas penser au péché. Je me suis dit, tu as bien assez de soucis en ce moment, sans y ajouter le péché. De toute façon, le péché, j'y comprends rien. J'y comprends rien. Je ne suis pas sûr d'y croire. Tuer ce poisson a peut-être été un péché. J'imagine que cela a été, même si je l'ai fait pour rester en vie et pour nourrir beaucoup de gens, mais alors, tout est péché. Ne pense pas au péché, je me suis dit. Tu es né pour être pécheur, comme ce poisson est né pour être poisson. Ce n'était pas seulement pour rester en vie et pour vendre sa chair que j'avais tué le poisson. Je l'avais tué parce que je suis orgueilleux, parce que je suis un pécheur. Je l'ai aimé quand il était en vie, et je l'ai aimé après. Si je l'aime, c'est un péché que de le tuer. Bien spire. Je me suis dit tout ça, et puis j'ai pensé, tu réfléchis trop, vieil homme. Tout le monde tue tout le monde, d'une certaine façon. La pêche me tue autant qu'elle me garde en vie. Et je regardais la chair du poisson à l'endroit où le requin avait mordu, et il n'y avait aucun moyen d'empêcher la trace de se répandre dans la mer. Et je savais que de très gros ennuis m'attendaient, et cela ne tarda pas. J'apercevais bientôt les deux ailerons bruns et triangulaires de deux requins. Ils avaient flairé la trace du sang, et étaient excités et rendus stupides par la faim. Je saisis mon aviron auquel j'avais fixé le couteau, et je le levai tout doucement au-dessus de ma tête, parce que mes mains protestaient contre la douleur. C'était des requins immondes, puants, charognards autant que tueurs, qui, lorsqu'ils avaient faim, vous mordaient un aviron ou un gouvernail.
C'était ces requins qui dévoraient les nageoires et les pattes des tortues endormies à la surface de l'eau. Et ils attaquaient un homme dans l'eau quand ils avaient faim, même si celui-ci n'avait sur lui aucune odeur de poisson ou de sang de poisson. Hey, je leur ai dit, venez donc à la noce, venez donc. Et ils vinrent. Mais ils ne vinrent pas comme le maquereau l'avait fait. Non, le premier vira et disparut sous la barque. Et je sentis le bateau osciller sous les secousses que donnait le requin en tirant sur le poisson. L'autre requin me regarda avec ses yeux jaunes bridés, puis il s'élança et croqua le poisson avec le demi-cercle béant de ses mâchoires dans la partie déjà entamée. Et j'enfonçai mon aviron dans l'œil jaune du requin, un œil de chat. Je sentis une terrible douleur dans l'épaule et dans les mains. Le requin relâcha le poisson et s'affaissa. Il mourut en avalant un morceau qu'il avait arraché. Puis je portai un coup à l'autre, enfonçant mon couteau dans son œil gauche. Mais le requin ne voulait pas lâcher le poisson, sa proie. Je lui ai crié « Hé, c'est pas assez !» Et je lui ai enfoncé ma lame entre les vertèbres et le cerveau. Ce coup-là était facile, et je sentis le cartilage se rompre. « Fiche le camp, Galano! Cool! À 2000 mètres! Va rejoindre ton copain, ou peut-être bien ta mère! » Puis, je regardais mon poisson. Il avait bien dû en prendre un bon quart et la meilleure partie. Si seulement c'était un rêve. Si seulement je ne l'avais jamais ferré, comme je regrette, poisson. Plus rien n'avait de sens désormais. Je ne voulais plus le regarder. Vidé de son sang et trempé d'eau de mer, il avait la teinte argentée du teint d'une glace. J'aurais pas dû aller si loin, poisson. Ni pour toi, ni pour moi. Je te demande pardon, poisson. Ce poisson aurait nourri un homme pendant tout un hiver. Je me disais, ne pense pas à ça. Contente-toi de te reposer. Et tâche de garder les mains en bon état pour défendre ce qui te reste. Si seulement tout cela n'avait été qu'un rêve. Et comment savoir, hein? Cela aurait pu bien tourner. Et le requin qui vint ensuite s'élança comme un cochon va à l'auge, si un cochon pouvait avoir une gueule assez grande pour qu'un homme y mette sa tête. Je l'ai laissé mordre le poisson et je lui ai enfoncé mon couteau fixé à l'aviron dans le cerveau, mais en se renversant, il fit un bond en arrière et la lame de mon couteau se brisa. J'ai pensé, voilà, ils m'ont eu. Tu es trop vieux pour tuer des requins à coups de gourdin. Mais j'essaierai tant que j'aurai les gourdins, l'aviron, la barre. Tu es un vieil homme fatigué. Fatigué à l'intérieur. J'ai pensé ça. Les requins attaquèrent à nouveau. Qu'un peu après la tombée du jour, mais je ne pouvais pas espérer les tuer tous. Dans mon jeune temps, j'aurais pu.
Je ne voulais plus regarder le poisson, parce que je savais qu'une moitié en avait été détruite. Il allait bientôt faire nuit. Je devais percevoir les lumières de la Havane. Je n'allais plus être très loin. J'espérais qu'on ne s'était pas trop inquiété. Il n'y avait que le jeune garçon pour s'inquiéter de toute façon. Il aurait gardé confiance, c'est sûr. Beaucoup de vieux pêcheurs se seraient inquiétés. Pas mal d'autres aussi. Tous sont de braves gens dans mon village. Je ne pouvais plus parler au poisson, parce que le poisson avait été affreusement abîmé. Moitié de poisson. Poisson que tu étais. Je regrette d'être allé si loin au large. Je nous ai abîmés tous les deux. Mais nous avons tué pas mal de requins, toi et moi, et nous en avons abîmé pas mal d'autres. Combien en as-tu tué, compère? Tu n'as pas cet éperon sur le front pour rien. Il alla trouver le sac et s'en couvrit les épaules. Puis il s'allongea dans l'arrière de la barque, près de la barre, et reposa sa tête sur le bois. Il regarda le poisson longtemps. Il revoyait encore sa forme et sa grandeur. Il n'y avait plus que la moitié du poisson, et il avait été déchiqueté. Que vas-tu faire à présent? S'ils reviennent cette nuit, que peux-tu faire? Les combattre! Je les combattrai jusqu'à la mort. Avec cette obscurité maintenant, sans aucune lueur en vue, sans lumière, sans rien d'autre que le vent, j'ai l'impression d'être peut-être déjà mort. Mon Dieu! Il y a toutes ces prières que je t'avais promises si j'attrapais le poisson. Mais je suis trop fatigué pour les dire maintenant. J'en ai la moitié. La moitié de mon poisson. J'aurais peut-être la chance de rapporter la moitié du haut. Je devrais quand même avoir un peu de chance. Non! Tu as perdu tout droit à la chance quand tu es allé trop loin, au large. Ne sois pas idiot. Reste éveillé et tiens ton cap. Tu en auras peut-être encore de la chance. La chance prend toutes sortes de formes. Et qui peut la reconnaître? J'aimerais bien voir les lueurs de la côte. Je veux trop de choses. Mais c'est vraiment cela que je veux en ce moment. J'ai mal aux mains et au dos, j'ai mal. C'est à cela que l'on sait qu'on n'est pas mort. C'est la fin maintenant. Ils vont sans doute mener une dernière attaque. Et que peut faire contre eux dans le noir un homme sans armes? Et j'espère que je ne vais pas avoir à me battre encore. J'espère si fort que je ne vais pas devoir me battre encore. Mais à minuit, il dut se battre encore. Et cette fois, il savait que le combat était inutile. Ce fut une meute qui vint. Et il ne voyait rien d'autre dans l'eau que le dessin de leurs ailerons et la phosphorescence des corps lorsqu'ils se jetaient sur le poisson. Il assénait des coups de gourdin sur les têtes et entendait les mâchoires claquer. J'entendais les mâchoires claquer et je sentais les secousses du bateau quand il virait par le dessous. Il cognait avec l'énergie du désespoir sur tout ce qu'il ne pouvait que sentir et entendre. Et il sentit quelque chose saisir le gourdin, et le gourdin disparut. Et ils s'occupaient de l'arrière maintenant, l'un après l'autre, puis ensemble, s'élançant sur le poisson, arrachant des morceaux de chair qui brillaient sous la surface quand ils viraient par-dessous pour revenir à la charge. Un dernier requin s'attaqua à la tête, puis il lâcha prise et s'éloigna. C'était le dernier requin de la meute. C'était la fin. Il ne leur restait plus rien à manger.
avalez ça, Galanos, et rêvez que vous avez tué un homme. Enfin, il atteignit le rivage. Dans l'obscurité, il remonta la barque aussi loin qu'il le put sur la plage. Puis il se mit en route dans la montée. Il dut s'arrêter et s'asseoir 5 fois avant d'atteindre sa cabane. Dans la cabane, il s'endormit immédiatement et s'écroula face contre terre. Reste allongé. Ils m'ont eu, Manola. Ils m'ont eu pour de bon. Mais lui, il ne t'a pas eu. Non, pas le poisson. Non. Tu as raison. Mais c'est après. On m'a recherché. Bien sûr, avec des gardes-côtes et avec des avions. L'océan est vaste. Et une barque minuscule et difficile à repérer. Tu m'as manqué. On va se remettre à pêcher ensemble. Non, je n'ai pas de chance. Je n'ai plus de chance. Mais je lui dis merde à la chance, je la porterai moi. Tu dois te retaper vite, parce que j'ai beaucoup de choses à apprendre. Et tu peux m'enseigner tout ce qu'il faut savoir. Tu as beaucoup souffert, n'est-ce pas? Beaucoup. Repose-toi bien, je vais aller chercher de quoi soigner tes mains. Manola, Oui? c'est bien agréable d'avoir quelqu'un à qui parler, au lieu de n'avoir que soi-même et la mer.